Vous le savez, nous avons inauguré il y a quelques semaines une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais à la rencontre de réels passionnés. Après Anthony et ses Renault Sport, puis Ronan et sa fabuleuse 504 coupée, je vous propose d'aller à la rencontre d'Anne-Chantal Pauwels, copilote de François Delecourt, vice-champion du monde des rallyes, à côté duquel elle a disputé plus de 200 courses. Elle nous a partagé son quotidien à Vannes, dans le Morbihan où elle réside. C'est une hyperactive aux 1000 métiers, regardez, guide sur les rallyes WRC, instructrice de pilotage, journaliste automobile, copilote en VHC. Elle est devenue également pilote d'hélicoptère. Nous l'avons suivie jusqu'au Mont-Saint-Michel découvrir son activité avec E-Liberté. Toujours passionnée d'automobile, elle nous présentera ses bolides, mais également sa passion pour les animaux et le sport. Retrouvons tout de suite notre invitée du jour, Anne-Chantal Pauwels. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur Race Ouest. Alors vous le savez, sans partenaire, je ne pourrais vous proposer ce genre de vidéo. Alors si vous cherchez un véhicule d'occasion, pensez à vérifier son historique sur Car Vertical. Regardez. Alors on va prendre l'exemple de cette Peugeot 508. On le voit, elle a été accidentée. Juste ici, nous avons des photos de l'accident. Alors elle a été accidentée à l'avant droit, à l'arrière droit. L'avant gauche a subi le plus gros des dégâts. La portière est carrément enfoncée. Les airbags ont été déclenchés. Bref, on peut voir que le coût de réparation estimé est à 18 000 €. Car Vertical nous dit que des dommages importants peuvent causer des problèmes structurels rendant le véhicule dangereux à conduire. Donc les amis, si vous ne voulez tomber sur aucune mauvaise surprise, pensez à vérifier l'historique de votre véhicule sur Car Vertical. C'est un petit investissement, mais ça peut vous éviter bien des problèmes. Et en plus, avec le code RACE20, j'ai réussi à vous avoir 20% de réduction. Anne-Chantal, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez toi dans le Morbihan. Alors on le rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as été copilote de rallye. D'où te vient cette passion? Depuis que je suis petite, moi j'adore tout ce qui est sport mécanique, moto, voiture. J'ai appris à conduire à 11 ans. Et il se trouve que, à l'insu de mes parents évidemment, il se trouve que dans mon village vivait François Delecourt. D'accord. Et François a montré très rapidement des velléités au volant pour devenir pilote. Et on a fait connaissance sur les bancs, enfin on se connaissait depuis qu'on est tout petit, puisqu'on est du même village, mais on a fait bien plus connaissance sur les bancs de l'auto-école. D'accord. Alors lui passait son permis voiture, et moi j'étais un peu plus jeune, j'ai passé le permis moto. À l'époque on a passé le permis pour les 125 cm3. Donc c'est devenu mon petit ami tout de suite. Et à 18 ans, quand il a eu son permis, il est arrivé chez moi avec une Auto Bianchi à 112 Abarth. Il m'a dit Pouette, Pouette, viens, je t'emmène dans mon Auto Bianchi à 112 Abarth, tu vas voir, c'est génial et tout. Et là, il m'a fait une descente des pavés, ce qu'on appelle, ce qui est devenu maintenant iconique, c'est la descente des pavés de Cassel. Parce qu'en fait, le mont Cassel, à 176 mètres d'altitude, c'est un petit mont dans les Flandres françaises. Il y a une chaîne de 7 monts, enfin une chaîne entre guillemets. Et c'est là qu'il m'a fait découvrir les joies du pilotage sur 4 roues. Moi, j'ai été conquise immédiatement, déjà par le bonhomme, mais en plus par son pilotage. Et je me souviens très bien de cette montée, comme si c'était hier, ce qui est quand même incroyable. Parce que moi, je devais avoir à l'époque donc 17 ans, je pense. Et j'ai dit, mais ce mec a un talent incroyable. On était à l'écart partout avec la voiture sur les pavés. Enfin, c'était complètement impossible. Impossible, c'est un truc incroyable. Et j'ai dit tout de suite, mais ce mec a un talent incroyable, je veux vraiment faire ça avec lui. Il m'a dit, oui, moi je veux être pilote de rallye. Et j'ai dit, je vais être ta copilote. Et l'histoire a commencé comme ça. Donc on a fait notre premier rallye en 1981. T'avais quel âge à l'époque? J'avais 17 ans, j'avais pas encore je passais mon permis. Okay. Je passais mon permis, je passais mon bac. Et on avait ce qu'on appelle le A. À l'époque, c'était un 90 km/h, limitation de vitesse pour les jeunes conducteurs. Et donc, on est parti en rallye pour ça, avec ce 90. Alors, l'Auto Bianchi à 112 Abarth, quand même, c'est une caisse à savon, il faut le savoir. Mais c'est tout petit. C'est tout petit. Ouais. Et on avait un arceau, on avait 4 pneus course et des harnais. C'est tout ce qu'on avait. Les sièges étaient d'origine. Et on s'est balancé comme ça à fond dans les routes de Picardie. Alors comment vous avez trouvé l'argent pour préparer la voiture? Alors lui travaillait, ouais. Et moi je quittais l'école, j'étais en parcours un peu instable, cursus scolaire un peu compliqué. Donc lui travaillait, il a donc financé par crédit sa voiture, et après il suffisait de trouver 2-3 sponsors qui nous ont aidés avec, à l'époque ça coûtait rien, ça coûtait que dalle, 4 pneus, c'était 500 francs à l'époque. Donc on est parti là-dessus sans assistance aucune, technique, rien du tout, avec une voiture vraiment très très peu préparée. Donc c'était les joies du groupe N, c'était les joies du groupe des voitures d'origine en rallye, donc le groupe N. Ouais. Et même pas à l'époque, ça s'appelait encore le groupe 1, enfin bon, c'est pareil. Et du coup, on a fait notre premier résultat comme ça. Alors moi, j'ai fait une erreur de pointage tout de suite, parce qu'en fait, je me suis
je suis arrivée sur la table de pointage de sortie du parc. Et tu as posé ton carnet, c'est ça? Voilà. Et je pose mon carnet, je dis bonjour, voilà, j'ai jamais fait de rallye, comment ça se passe pour les pointages? Et le mec m'a dit, ça y est, vous venez de pointer, merci, tac. Il m'a collé son tampon, il m'a marqué son horaire. Donc là, il a fallu partir à toute vitesse. Et j'ai pris 10 minutes de pénalité, ou 5, ou je me souviens plus combien. C'est dégueulasse parce que vraiment, une petite jeune fille qui arrive comme ça dans n'importe quel sport, on essaye d'être au moins bienveillant, mais je suis tombée sur un gros connard, visiblement. Et donc on est parti avec 10 minutes de pénal ou 5 minutes de pénalité de retard, ce qui a fait qu'on n'a pas pu avoir un bon résultat, mais ça n'empêche que dans toutes les spéciales, on a fait des temps canons. D'accord. Alors devant nous, par exemple, pour la petite histoire, il y avait un type en 2 Tomaso Innocenti dans la même catégorie que nous, qui nous regardait avec une magnifique voiture bien préparée, etc. Et qui nous disait, mais vous débutez, mais elle est comment votre voiture? Elle est d'origine, pourquoi vous n'allez jamais rien faire avec une voiture pareille et tout ça. Et le mec, au premier arbre, il était défoncé, l'avant complètement détruit, tout ça. Nous, on était morts de rire dans la voiture. C'est ce qu'on appelle le karma, quoi. C'est le karma. Donc, comment ça s'est enchaîné après? Tu as passé le permis? Oui, bien sûr, j'ai passé le permis. Ça a été un grand moment de solitude, le permis pour moi, parce qu'en fait, j'avais déjà le permis moto. Ouais. Et au premier rond-point, donc je pars du stationnement, je mets mon clignotant, je fais 200 mètres, même pas 150 mètres. Et au premier rond-point, l'inspecteur me dit vous tournerez à gauche. Et j'ai même pas eu le temps de freiner et de prendre le rond-point. Il m'a dit c'est bon, vous pouvez rentrer demi-tour, vous n'aurez pas votre permis aujourd'hui. Et je n'ai jamais su pourquoi. 10 jours après, je l'ai repassé parce que l'inspecteur était parti, le fameux était parti en congé. Donc je suis repassée avec un autre monsieur au mois d'août. Et puis je l'ai eu tout de suite au mois d'août, bien sûr. Donc après, les rallyes se sont enchaînés avec plus ou moins de bonheur et de malheur. Parce qu'on n'avait pas de moyens techniques, pas d'assistance. C'était des copains qui nous faisaient l'assistance technique. On n'était pas du tout préparés pour ça. On ne connaissait rien au monde du rallye. Nos bibles, c'était Échappement et Auto Hebdo, les 2 magazines qui... il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien du tout. Hein. Donc nous, c'était... C'était un peu des tutos. C'était nos tutos, c'était nos bibles. Hein, et on prenait pour argent comptant tout ce qu'on lisait dans ces 2 magazines. Et ça a été très formateur d'ailleurs. Et alors on s'est dit tout de suite, il vaut mieux faire des grands rallyes moins souvent, parce qu'on emmagasine beaucoup de kilomètres de rallye, de course, plutôt que de faire des petits rallyes où tu fais 25 km de course. Ça coûte plus cher? Ça coûte plus cher, mais l'un dans l'autre, tu progresses plus rapidement. Ouais. Voilà, c'est ce qui s'est passé. On a commencé par les boucles de Spa, qui était un rallye de championnat d'Europe en Belgique, dans la neige, le brouillard, le froid, etc. Moi, je suis toujours poursuivi par le brouillard, de toute façon. Et ça a été des grandes galères, mais aussi énormément de progression en pilotage pour François. Et puis moi, je me rodais au système de copilotage. Et on est arrivé comme ça en championnat de France une première année en 1984, après avoir brillé au rallye de Monte-Carlo, où on a vraiment fait une performance incroyable. Et puis on a tout de suite eu une 205 GTI en 1984. Donc les nouveaux modèles qui venaient de sortir, c'était la fameuse... la bombinette de l'époque. Bombinette de l'époque. Ouais. Nos concurrents étaient... les R5 GT Turbo et les Golf GTI. Et donc avec notre 205 GTI, on a fait des bonnes performances, notamment Monte-Carlo. Alors le Monte-Carlo, c'est un rallye, c'est le plus dur rallye du monde, c'est épouvantable. À l'époque, c'était 5 jours de course après avoir fait déjà 24 heures de route pour le parcours de concentration. D'accord. Donc tu arrivais déjà à Monaco, là, au bout de 24 heures sans dormir, tu étais déjà mort, et tu enchaînais au bout de 6 ou 8 heures de repos avec 5 jours de course, qui était le jour, la nuit, enfin tu dormais 3 heures, tu repartais, enfin, c'est complètement délirant à l'époque, et tu totalisais quand même 880 km de spécial. Ouais. Aujourd'hui, en championnat du monde, ils en sont à 300, 350. Donc sur l'ensemble d'une course, tu progresses beaucoup, tu t'entraînes beaucoup, c'est très plaisant, c'est dur, très stressant, mais très plaisant aussi, c'est un bonheur. Alors le rôle du copilote, il est pas souvent décrit, mais tu es la seule personne au monde à pouvoir assister à ce spectacle-là au moment précis. Parce que tu es vraiment témoin de ce qui se passe dans la voiture de course. Et il y en a 20 qui vont pouvoir avoir ce plaisir-là et cette pression-là. Et comment tu as appris à être copilote ? Tu apprends sur le tas, puisque par définition, tu n'as pas d'école de copilotage. Moi, il y a un moment, j'ai fait des cours de copilotage, j'ai proposé des cours de copilotage, mais sinon, tu n'en as pas. J'ai écrit 3 petits bouquins sur les méthodes de copilotage, et on m'en parle encore aujourd'hui, ce qui est marrant. Mais sinon, tu n'as pas de méthode ou d'école à proprement parler, donc c'est difficile. Donc tu te fais l'étude, tu te trompes, et puis tu apprends en te trompant en fait. Hein. Donc c'est compliqué. La lecture de notes, en revanche, c'est un peu différent. Soit tu es malade, soit tu n'es pas malade. Donc c'est complètement rédhibitoire. Jamais. Je ne suis jamais malade nulle part. Et du coup, tu as ta diction de notes doit répondre à une vitesse
Et donc la diction de notes est spécifique à chaque pilote. Donc en championnat du monde, maintenant, il y a des notes souvent qui sont balancées en anglais, de manière à pouvoir changer de copilote. Ouais. Pour tous les peuples, par exemple, d'Europe de l'Est, il y a plus de notes Europe de l'Est, c'est des notes en anglais, de manière à ce qu'ils puissent aussi prendre des copilotes expérimentés et que tout se passe en anglais. Mais sinon, donc, ça répond à une vitesse. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir progresser avec François Delecourt. Donc cette progression qu'on fait ensemble, en fait, elle m'a beaucoup apporté en termes de diction de notes. Après, j'ai pu aller balancer des notes en anglais, j'en ai balancé en allemand, j'ai fait un essai en italien. Après, c'est assez simple, ça ressemble. Tu changes de mots, mais sinon, dans l'idée, tu acquiers une facilité d'élocution à toute vitesse. Mais comment ça se passe? Par exemple, sur le parcours de reconnaissance, le pilote il dit là, je sais que ça peut passer à 70, toi tu mets 70 ou... Oui, donc en fait, au premier passage, on a donc 2 passages de reconnaissance. Okay. Maintenant, nous, on était libres en reconnaissance. On en reparlera si tu veux. Ouais. Il y a quelques sketchs. Mais donc, aujourd'hui, sur 2 passages de reconnaissance, tu as une prise de notes et une confirmation. D'accord. Ce qui est extrêmement dangereux à mon sens. Et beaucoup de pilotes disent la même chose, dont François donc en fait, d'ailleurs. Tu refais la course, quoi, en gros. Enfin, tu fais oui, la mais course. tu es à 60 à l'heure. Ah, okay. Donc tu passes dans ton parcours de spécial. Le pilote dicte les notes au copilote qui prend les notes sur un cahier, il copie tout, il se tait, il dit rien du tout. Et au deuxième passage, les 2 reviennent au départ. Et là, c'est le copilote qui annonce le premier jet de notes que le pilote va corriger. Ok. Donc, ça va donner, par exemple, dans le genre départ, 100 mètres, droite 93, c'est-à-dire 90 en vitesse, mais 30 mètres de long. Ok. D'accord. Ouais. Referme 85, ouvre à fond, 200 mètres gauche 115, referme 110, etc. Donc, on dit en même temps la longueur du virage. Ce qui ne se faisait pas à l'époque. On appelait ça long, très long. C'était beaucoup plus subjectif. Maintenant, c'est beaucoup plus précis. Alors, le copilote corrige les corrections que le pilote lui donne sur le deuxième passage. Et après, tout ce petit monde-là va à l'hôtel et s'entraîne avec les vidéos. Et donc, le soir, ils répètent inlassablement devant l'ordi. Ils refont passer le film et ils arrivent à apprendre le parcours comme ça. C'est très fastidieux, c'est super pénible. C'est très scolaire au final. Et c'est très scolaire. Tandis que nous, à l'époque, on avait reconnaissance libre. Donc les usines nous permettaient, donc les grands teams nous permettaient d'avoir une voiture réplique de la voiture de course, qu'on appelait des mulets. On avait donc des voitures extrêmement performantes et on avait le casque sur les oreilles, on avait tout en fait pour pouvoir parler, sinon on ne s'entend pas dans les voitures de course. Et on corrigeait nos notes comme ça et on passait 14 fois, 12 fois, 8 fois en fonction du temps dont on disposait. En général, c'était 15 jours, 3 semaines avant chaque épreuve de championnat du monde. Donc ça, c'était topissime parce qu'on se faisait des courses d'anthologie entre concurrents avec les voitures de course de mulets. Enfin, on sortait. Alors c'était beaucoup plus convivial parce que on était dans des hôtels ensemble le soir, on mangeait tous dans les mêmes restaurants, on se refilait les bons tuyaux. Donc c'était un peu une grande famille du sport automobile, des rallyes, et ça se terminait généralement par tiens, moi je te mets la pâtée dentelle spéciale, ouais d'accord viens, et puis hop on partait, tout le monde partait, il y avait des spectateurs qui arrivaient et tout, donc ça s'organisait et puis on partait l'un derrière l'autre et puis il fallait suivre le gars qui était devant, enfin c'était sur route ouverte mais c'était complètement fou à l'époque. Complètement fou à l'époque. Mais j'ai l'impression que ton parcours, il a été marqué par plusieurs choses, les accidents et les gendarmes. Alors, il y a eu quelques crashs. La petite A112 déjà. La 112 qui a été pliée sur on a fait au moins 6 ou 7 tonneaux sur une route ouverte, mais en rentrant bêtement de l'île, il y a un amortisseur qui a pété dans un gros appui droit et on est parti en tonneau. La voiture est complètement partie en tonneau de nuit et moi j'avais les cheveux mouillés à l'inverse dans le tonneau parce qu'on a atterri sur le toit, dans le fossé. Et François s'est sauvé de la voiture et m'a dit « Mais sors, ça va brûler, ça va brûler !» Donc moi, il fallait bien que je sorte, mais sauf que j'étais coincée dans mon harnais et j'avais les cheveux qui touchaient la flotte et il y avait des rats, enfin, c'était complètement délirant. Donc ça, c'est un très mauvais souvenir. Et surtout que les gens ne se sont pas arrêtés. On a dû voir passer à peu près une dizaine de voitures avant que quelqu'un s'arrête pour nous porter assistance. C'est fou. Ouais, c'est fou. Et puis... il y a eu d'autres accidents. Il y en a eu un au Portugal en 91 où François, on est sorti trop vite. On est arrivé vraiment dans un endroit incroyable en haut de Fréta avec des pavés, de la neige, du brouillard la nuit. Encore du brouillard. Et là c'est parti complètement en live. On est sorti à 140 km/h. On a été arrêté net contre un rocher. D'accord. Un énorme bloc. Et là, François est sorti de la voiture, donc 100 mètres en dehors de la route.
ce qui fait que personne ne pouvait nous voir. Il y avait très très peu de commissaires sportifs. Et moi, j'ai réussi à sortir de la voiture. François était coincé parce qu'en fait, l'arceau le coinçait dans son siège. Et moi, j'ai réussi à sortir de la voiture, à partir à chercher du secours. Les gens ne me croyaient pas. Je devais montrer ma combinaison en disant « Regardez, c'est moi, je suis dans la voiture de course, numéro machin, etc. » Et donc, bref, ils ont envoyé l'ambulance. Ils ont arrêté la spéciale. Ils ont envoyé l'ambulance. François, il hurlait comme un schtroumpf. Nous, alors, je le fais monter dans l'ambulance. Alors, les ambulances du Portugal en 1991, hein, donc les sièges en bois et tout. Et à ce moment-là, on commence à rouler dans la spéciale qui était en terre et en pavé. Hein. Et 3 kilomètres après, l'ambulance s'arrête. Il y a quelqu'un au milieu de la route. C'était Armin Schwarz qui était sorti de la route, lui aussi. Juste après nous. Et donc, du coup, il était un peu blessé. Du coup, on le fait monter dans l'ambulance à côté. Alors, moi, j'étais derrière dans l'ambulance sur un espèce de strapontin. J'avais à droite François, à gauche Armin Schwarz. Et puis, je l'ai réconforté à tour de rôle. T'avais rien, toi? Non, j'ai jamais rien eu. Pour l'instant, je touche du bois. Ouais, c'est ça. Donc, des tonneaux, des trucs, bah ouais, t'en fais plein parce que tu sais que tu vas faire des tonneaux, tu sais que tu vas sortir de la route, mais on est protégé. On a des casques, on a des harnais, on a des cellules de vie qui sont quand même très, très costauds maintenant. Moi, j'étais très impressionnée par le crash de Tanak en 2020 au Monte-Carlo à cause d'une histoire de notes où il n'avait pas bien pris le vertical. Sur l'asphalte, tu es moins sensible au vertical, si tu veux, que sur la terre où tu as vraiment des grosses compressions, etc. Et là, il est parti à 180 km/h sur une bosse, et bing, ça l'a envoyé direct comme ça. On voit les images. Il s'est planté. Il est sorti, mais fort, très très vite. Il a débarroulé un talus complet et il a atterri sur la route en dessous, mais à 150 mètres au fond. Un truc, mais il aurait dû mourir 15 fois. Il n'a pas été arrêté net par quelque chose, parce que c'est ça en fait le problème, c'est quand tu es arrêté net par un obstacle. Bah, tu as toute l'énergie à dissiper. Ouais. Et donc lui, il a roulé comme ça, mais ça a dû jamais s'arrêter à vivre dans la voiture, ça devait être un truc de fou. Et ça m'a vraiment beaucoup impressionné. Et c'est dommage, les prises de notes et les confirmations, tu vois, 2 passages, c'est pas suffisant en fait, la reconnaissance. Et je le disais, les gendarmes. Et les gendarmes. Bah, les gendarmes et moi, c'est une longue histoire. D'amour et de haine d'abord, d'amour après. Ouais, je me suis souvent fait arrêter en excès de vitesse, hein, mais bon, j'ai envie de dire comme tous les pilotes et tous les copilotes. Hein. Parce qu'avec François, vous vous entraîniez dans les rues de Cassel, en fait. Oui, donc au départ, en fait, sur le mont Cassel, il y avait une petite terrasse qui surplombait la grande place de Cassel où était la maison de François. Mm-hmm. Et donc les gendarmes nous surveillaient de là-haut. Et chaque fois qu'ils nous voyaient partir dans une direction, hop, ils se barraient, ils descendaient, ils parlaient en radio avec les autres gendarmes et ils essayaient de nous interpeller un peu plus bas quand on faisait les cons avec la voiture, parce que le Mont Cassel dispose de 4 pentes avec plein de petits virages de montagne. Donc c'est super sympa comme entraînement. Sauf que c'était toujours sur route ouverte, donc bref. Et on était complètement folle dingue à l'époque. Et donc c'était à chaque fois le chat et la souris. Donc nous, on envoyait des ouvreurs reconnaître où étaient les gendarmes. Et en fait, quand ils nous voyaient sur une pente, on remontait vite fait. Eux, ils allaient en bas de la pente pour nous cueillir. Ouais. On n'allait pas jusqu'en bas, en fait. Et on allait se défouler dans une autre pente, le temps qu'ils remontent, etc., etc., etc. Donc c'était vraiment le jeu du chat et la souris. Ça t'amusait, ça? Mais oui, c'était amusant. Et ce brave monsieur est mort il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, j'ai su. Parce qu'un jour, on croise à l'équerre quelques voitures, dont une voiture qui vient nous voir sur la place de Cassel, qui s'arrête à côté de François, qui dit « Vous, là, avec la 205 GTI rouge, je suis le nouvel adjudant de Cassel, je viens de prendre mon poste, je vous aurai avant la fin de ma mission. » Enfin, je ne sais plus comment il avait appelé ça. Et en fait, il n'a jamais réussi à nous attraper. Donc là, ça, alors après, j'ai eu... Je comprends la mentalité des gendarmes, j'ai pas de souci avec ça, on faisait vraiment n'importe quoi sur route ouverte. C'est vrai que sur route ouverte, c'est complètement fou en fait. Bah, oui, bien sûr. Donc j'ai mis au point, en collaboration avec l'école de pilotage d'Abbeville, un programme d'entraînement pour la police, pour la douane, pour les secours, pour les pompiers, etc. Donc les pompiers, ils roulent avec des véhicules chargés, enfin, oui. À chaque fois, il y a un cahier des charges différent. Et la police nationale aussi. Et donc, ils ont repris ce programme d'entraînement pendant quelques années sur Abbeville. Et après, ils l'ont transféré, ils ont quitté Abbeville, ils sont venus sur Fête de Bretagne et sur un autre circuit un peu plus dans l'est de la France. Et donc, du coup, je vais souvent les voir à Fête de Bretagne parce que c'est toujours les mêmes enseignements.
Et je me marre quand je vois ça, où je suis à l'initiative de ce programme d'enseignement pour la T'as voulu police te racheter, en nationale. fait. Non, non, mais même pas. C'était vraiment le plus grand des hasards. Mais c'était intéressant et moi, je savais de quoi je parlais pour les poursuites. Ouais. Il y a eu une poursuite d'anthologie aussi avec une 405 MI16 de l'école de pilotage où j'ai cru que j'étais agressée parce qu'on me suivait, on me suivait, on me suivait. Ouais. Et donc moi, j'enfreins le règlement forcément, je roule de plus en plus vite. Et puis finalement, les mecs sortent un gyrophare et m'arrêtent. Et j'ai été extrêmement surprise et je dis mais vous êtes des gendarmes? Il me dit bah oui. Mais j'ai dit mais vous êtes malade, j'ai cru que vous m'agressiez. Tu vois. Et c'est vrai, c'était... Ils t'ont poussé à la faute, en quelque Ils m'ont sorte. poussé à la faute. Donc bon, je m'en suis bien tirée. Et du coup, en rallye, nous nous sommes arrêtés avec la 205 GTI. Comment s'est passée la suite? On a eu une première année en professionnel à force d'avoir fait des bons résultats dans les coupes 205, qui étaient les formules de promotion Peugeot. Ouais. On a eu quelques sponsors, on a réussi à bien tirer notre épingle du jeu. On a eu un lycée professionnel, encore un, qui nous a bien aidé à l'époque pour mettre la voiture au point en termes de châssis Ok. et préparation moteur. Et ils ont fait un boulot colossal au centre de formation professionnelle d'Asbrook, à l'époque sur notre 205 GTI. Et ils nous ont permis d'avoir un niveau de performance un peu plus élevé. Après, on a un monsieur qui est décédé maintenant qui s'appelle Bouillet Engineering, enfin la société s'appelait Bouillet Engineering. Et lui, il faisait de la mise au point de véhicules, il nous a proposé son aide gratuitement. Il nous a permis aussi de monter d'un step dans le niveau de performance de l'auto. Et là, on s'est mis à gagner les formules de promotion, rallye après rallye, on était toujours dans les 3 premiers. Peugeot nous a remarqué, mais on a eu quelques déboires. Dans cette formule de promotion de 86, il fallait faire une manche à l'étranger. Ouais. Donc François me dit, bah, écoute, la moins loin, la moins pénible et la moins chère, ça va être d'aller au rallye de Madère, comme ça on met la voiture sur le bateau, etc. Ok, super. Alors moi, avec mon petit bâton de pèlerin, parce que je cherchais les sponsors, François s'occupait du pilotage et de la mécanique avec les copains, et moi je faisais copilotage et recherche de sponsors. Parce qu'à l'époque, financièrement, c'était dur. C'était la crise. Moi, je n'avais pas à bouffer ou presque. Et T'as fait du mannequinat d'ailleurs oui. Pour te payer tout ça? Ouais. Ma valeur étalon, c'était le pneu. Pour te dire, oh, c'est bien, ça m'a ramené un pneu. Donc, pour le rallye de Madère, il fallait qu'on loue une voiture tractrice. D'accord. Avec la remorque, Mhm. prêtée par un copain. Et donc, la voiture tractrice, c'était Allo Europcar. Voilà, j'ai besoin d'une 309 avec un crochet, c'est pour déménager un ami à Tours. Il ne fallait pas trop de kilomètres. Voilà. Donc, on a C'est vrai que Madère, Tours... Ouais, débranché le compteur et on est parti traverser la France avec la 309 de location Europcar, pour ne pas les citer, les pauvres, et la remorque prêtée par un copain, la voiture de course dessus et tout le matos dans la voiture de course et les 2 copains d'assistance avec nous dans la 309. Donc il faisait beau. Il faisait beau, tout était bien, c'était un sentait rallye les vacances, vacances, c'était voilà. trop cool, mois d'août. Nous voilà partis. Et à Madrid, 5h du matin, donc on se relayait au volant, à Madrid, 5h du matin, sur une des grandes rocades de Madrid, le crash, un mec en face bourré avec une camionnette qui nous rentre dans le coin avant-gauche de la remorque. François était au volant, il n'a pas pu l'éviter. Le mec nous a arraché la remorque de la 309, qui est partie en tonneau avec la voiture de course dans le talus tout en bas. Donc là, fin du rêve, terminé. fini. C'est incroyable comme c'était la Scoomoon, quoi. Ça n'arrive qu'à nous. On a vu passer tous les autres concurrents qui arrivaient pour le même bateau, Ouais. qui sont passés devant nous, qui nous faisaient comme ça, Dépité, quoi. dépiter pour nous. Et puis, il a fallu appeler Europcar en disant, bah non, finalement, on a changé d'avis, on est à Madrid, mais le kilométrage de la voiture ne coïncidait pas. Enfin, c'était horrible. Comment ça s'est passé tout C'était ça? un sketch. Et ben, ils nous ont pourris, on a dû payer des kilométrages supplémentaires, excédentaires, etc. Il fallait trouver un traducteur parce que les 2 personnes dans la camionnette étaient bourrées, donc on pensait qu'ils étaient blessés, donc on avait appelé les secours, donc les secours arrivent mais ils ne parlaient pas français, donc il a fallu trouver une traductrice à l'école du village d'à côté, pas trop loin, qui parlait français. Enfin, ça nous a pris des plombes. Et puis tout ça pour rien. La voiture était morte. La 309 était bien amochée et la remorque du copain Joseph morte aussi. C'était notre pote mécano. Donc il a fallu expliquer tout ça à Peugeot aussi. Ouais, il a fallu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai eu une idée de génie. J'ai dit, écoute, on est en tête de la Coupe 205. Peugeot, ils vont pas nous lâcher comme ça. Ils vont bien nous aider d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que s'ils nous prêtent une voiture. Et donc c'est ce qu'on est allé faire. On est allé demander une voiture à prêter à Peugeot. Et on a eu cette voiture à prêter pour les 3 dernières courses de la saison. Malheureusement, ça s'est terminé par un crash sur Rallye du Var. On s'est cartonné de face dans un arbre. Enfin bon, bref. Et après, il a fallu rendre la voiture. Donc reconstruire la voiture ou rendre une voiture équivalente de 205 GTI de compétition. Ça a été un cauchemar.
Mais bon, juste après, donc, Peugeot nous a proposé un volant officiel, ce qu'on a fait avec une 205 GTI officielle. On était 2 pilotes, 2 véhicules officiels en 205 GTI. C'était pour la promotion de la 205 GTI. Donc là, on a super bien marché, mais à la fin, la 309 a pris le relais. Il n'y avait plus qu'un pilote, une 309, et ils ont pris Guy Fréquelin, qui était en fin de carrière et qui a été rappelé pour la promotion de la 309 et qui correspondait plus à la cible de la 309. Ok. Donc les deux autres jeunes exit. Donc là, on l'a très très mal vécu. Donc avec François, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, il faut retourner faire des formules de promotion. Et moi, j'ai dit non, tu as déjà une image de pilote d'usine, on est fin 1987, il vaut mieux faire 3 épreuves avec une grosse voiture que de faire 12 courses à t'éparpiller, à redescendre d'un étage. C'est vrai. Donc j'ai réussi à gérer le gazier parce qu'il a quand même un caractère difficile et assez fort. Donc lui, il voulait courir. J'ai dit non, tu te calmes, tu fais ce que tu veux avec les voitures de tous les jours, mais on va faire 3 épreuves de fin d'année pour marquer le coup et s'orienter après et montrer coucou, nous revoici pour la saison d'après, auquel cas on aurait peut-être une proposition d'une usine. Donc c'est ce qu'on a fait et ça a très bien marché. On a fini dans les 3 premiers au rallye d'Antibes. Au rallye des Cévennes, on a eu un problème mécanique, on a pété une boîte de vitesse, je crois. Et au rallye du Var, pareil, on a dû finir 2e ou 3e. Donc ça nous a remis sur la scène en fait du scratch, c'est-à-dire du classement général. Donc c'est là où c'est intéressant. Et cette M3 était très virile à conduire. Et au rallye du Var, c'était un cauchemar parce que les spéciales du matin étaient gelées, verglacées. Et quand tu te pointes avec des pneus froids sur des pistes verglacées, avec des ravins, etc., wow, c'était chaud, puis c'était très très rapide. Et à l'issue de quoi, Peugeot est revenu en proposant à François le volant de la 309. Et puis, il y avait à l'époque Daniel Gratalou qui voulait faire ce métier-là. Et on en a discuté avec François. Et il me dit, écoute, si tu veux, tu fais une pause, tu fais un break, ce que tu veux. Et à ce moment-là, je prends Daniel Gratalou. Moi, j'en avais marre parce que je galérais, j'avais rien à bouffer. J'ai des copains et des copines qui me nourrissaient. J'avais un appartement pourri à Lille, un HLM pourri, des voisins qui se battaient, les autres voisins étaient alcooliques. Moi, j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus. J'en avais ras la casquette. Et j'avais mon chien, parce que entre-temps, François n'était plus mon petit copain. Ouais. Et comme cadeau de rupture, il m'avait offert un setter. Il savait que j'adorais les setters. C'est un cadeau de rupture, le setter. C'est un cadeau de rupture. Ah, d'accord. J'ai eu un cadeau de naissance. J'ai eu un chien à la naissance de Louis. Et j'ai eu un cadeau de rupture, un chien aussi, quand François, on s'est séparés. D'accord. Donc, et ce chien, il fallait que je le nourrisse. En fait, c'est ce qui m'a tenu le moral. Moralement, c'est ce qui m'a tenu. C'est-à-dire que ce chien a été mon repère dans la vie. Il fallait sortir, il fallait l'emmener courir. Donc, je me suis mise à faire beaucoup de sport. Il fallait que je lui trouve de quoi bouffer tous les jours en fait, parce que moi j'avais vraiment rien à bouffer au sens littéral du terme. Parce que, on va faire une petite parenthèse, tu es issu d'une famille entre guillemets, tu le dis toi-même, BCBG. Oui. Ils ne t'ont jamais soutenu dans tes projets? Ben non, parce que quand tu es parent et que tu as ta gamine de 16 ans ou 17 ans qui dit papa j'arrête mes études pour faire des rallyes, bah tu vas halluciner complètement. Donc moi je comprends tout à fait avec du recul mes parents, parce que je n'acceptais pas du tout à l'époque. Mais avec du recul, tu dis, mais il faut être cinglé, quoi. Donc, tu vois, 16 ans, bah, attends, tu essaies de faire des études, de construire ta vie, d'avoir un projet de vie. Moi, mon projet de vie, c'était de faire des rallyes. Je te parle de ça, c'était année 1981. Donc, tu vois, c'était compliqué. Donc, ils ne m'ont pas du tout soutenu. Et j'ai dit, mais pas de problème, je ne vous demande rien, pas de souci. Et donc, je me suis retrouvée dans un HLM pourri. Et vraiment très peu de moyens financiers parce que chaque sponsor entrait pour payer de l'essence, pour payer des pneus, pour payer voilà. Donc c'était lourdingue. Et puis donc j'en ai eu marre, j'en avais ras le bol. Donc il a voulu prendre Daniel comme copilote, mais entre-temps en fait Peugeot avait encore sous contrat Christian Tilbert qui était le copilote de Fréquelin. Et donc ils ont imposé Christian Tilbert à François pendant les 2 années de contrat de François en 309. Donc toi, tu faisais quoi pendant ce temps, pendant ces 2 années? Et ben pendant ces 2 années-là, j'ai dit je vais m'occuper de moi. Je vais travailler pour pouvoir décemment vivre, pouvoir manger à ma faim et faire ce que j'ai envie de faire. Et je me suis dit, dans le fond, c'est peut-être le moment rêvé pour devenir pilote hélico. J'avais toujours rêvé de devenir pilote hélico. Donc là, on est dans les années 89-90? Ouais, 89-90. Et je suis allée voir ce que ça coûtait d'être pilote hélico. J'ai emprunté de l'argent à la banque. Combien? Beaucoup. Et je me suis lancée là-dedans. Alors, en même temps, parallèlement à ça,
j'avais décidé de me tester en pilotage. Donc je suis allée voir l'école de pilotage de Cergy, qui proposait des formations sur la terre. Et en fait, j'ai remporté le volant. Donc j'ai battu à peu près 200 personnes. Tous des mecs? Tous des mecs qui étaient inscrits dans cette école de pilotage pour faire le volant. Et à l'issue, c'est moi qui ai gagné le volant. Donc j'étais super contente. Mais le prix, c'était une 309 préparée en groupe N. Ouais. Mais cette 309 a été crashée le mois précédent par l'ancien volant de l'année précédente, un Corse. Et il a très mal réparé la voiture. Ce qui fait que moi, j'ai cherché des sponsors pour faire le rallye de Monte-Carlo, ce qui faisait partie de ma prime, entre guillemets, de volant, avec la 309. Et sur la route pour aller à Reims, au départ du rallye, j'ai perdu une plaquette de frein. Ça devait être bizarre après. Et là, j'ai dit, c'est pas normal. Ouais. Donc, ça a mal commencé, en fait. On a eu des fuites de radiateurs, un amortisseur cassé. On n'a eu que des merdes sur cette bagnole, mais au tout début du rallye, avant le rallye et au tout début du rallye. Donc, j'ai ça dit, t'a pas démotivé? Stop, je plie les gaules, on arrête les dégâts, je rentre à la maison, c'est bon quoi. Donc j'ai essayé de renégocier avec l'école de pilotage, mais c'est parti complètement en live, donc j'ai laissé tomber. Et puis je me suis dit, mais dans le fond, c'est peut-être le destin qui me dit que c'est bon pour moi le sport auto, qu'on arrête là les dégâts, que je ne serai jamais pilote, c'est pas grave. Et j'étais assez contente d'avoir gagné cette école de pilotage, parce que c'était quand même une des écoles les plus réputées en France, après Grabels à l'époque. Ouais. Je parle d'école rallye, terre, revêtement, etc. Et du coup, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je m'oriente vers le pilotage d'un hélicoptère parce que ça m'a toujours botté. C'était un rêve de gosse pour toi? Oui, c'est un rêve de gosse parce qu'en fait, on avait la chance de pouvoir aller au ski à l'époque et on passait par Paris et à Issy-les-Moulineaux. Moi, j'étais assise dans la 504 familiale, n'est-ce pas, sur le petit accoudoir central, parce on était 4 enfants, donc les 3 autres étaient derrière. Et moi, j'étais assise entre mon père et ma mère devant, tu te rends compte, sans ceinture, sans rien. C'est fou, ça aussi. Ça correspond à une époque. Et je regardais les hélicos. Et je disais, papa, un jour, je piloterai des hélicoptères. Et je te parle de ça, j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans peut-être. Et il m'a toujours dit, mais toi, c'est pas possible, quoi. Tu vas réussir à faire de l'hélicoptère. Donc, c'est super rigolo en fait. Et donc j'ai fait ça. Je suis allée à la banque, j'ai dit j'ai besoin d'un emprunt, d'un crédit étudiant. D'accord? On m'a fait remplir une fiche. Personne ne m'a jamais demandé pourquoi faire. Donc j'ai mis École internationale aéronautique, Toussus-le-Noble. Enfin, le siège social était dans le 9e arrondissement à Paris. Donc pendant 1 an et demi, je suis allée à Paris, me faire chier à Paris, pour devenir pilote hélico. Et j'avais une Fiat Panda à l'époque. Et nous, à l'époque, on devait apprendre le morse. On apprenait les balises et on apprenait le morse. Ah oui, ça se fait plus, ça. Oui. Non, ça se fait plus. Non. Donc j'apprenais le morse dans ma Fiat Panda. Avec ma playlist avec les cassettes, c'était etc. Les gens ils devaient te regarder avec des yeux. C'était hallucinant. C'était super drôle. Les feux, parce que j'ai fait une partie de ma formation pendant l'été. Donc j'avais les fenêtres ouvertes et au feu rouge, les gens ils écoutaient ma playlist. Ils regardaient bizarrement. C'était super drôle. Donc c'est comme ça que je suis devenue pilote hélico. Mais avant de devenir pilote hélico, tu dois passer un examen. Et cet examen a eu lieu le 30 novembre 1990. Donc c'était programmé comme ça, avec un instructeur, etc., l'examinateur. Et puis la location de la machine et tout à Toussus-le-Noble. Et puis 3 jours avant, François m'appelle, il me dit, écoute, je termine mon contrat avec Peugeot. J'ai une proposition de Ford pour du championnat du monde des rallyes. Sur une Cosworth, sur une Ford Sierra Cosworth. Ouais. Est-ce que ça t'intéresse de revenir comme copilote? C'est quand même ta place, c'est quand même l'aboutissement de toute une carrière de copilote. Ah, j'ai dit, putain, tu me dis ça comme ça, mais... non, mais attends, moi je suis partie dans l'hélico, là. Bah ouais, bah écoute, les essais du Monte-Carlo commencent le 1er décembre. Donc le lendemain du 30 novembre. Là, je dis, c'est la cata. Alors, j'ai dit, écoute, laisse-moi 48 heures pour réfléchir. J'ai pas dit non tout de suite, j'ai pas dit oui. Parce que moi, j'étais quand même bien embringuée dans mon histoire d'hélico. Et j'ai réfléchi 48 heures et je lui ai répondu, oui, je viens pour une année, après on verra. Ce sera une année de consécration. Donc, je l'ai un peu pris comme ça. Parce que j'avais quand même largement fait le tour de la question. On avait fait plus de 200 courses. Enfin bon, bref, moi, j'avais fait plein de... Et on a raisonné comme ça. Donc, le 30 novembre, je ne pouvais pas louper l'examen. Ouais. Donc, autant vous dire que j'étais dans un état de stress avancé. Et j'ai réussi l'examen. Et le lendemain, je prenais la route pour les essais chez Ford
avant de signer quoi que ce soit comme contrat, puisque par définition, je n'étais pas disponible, quoi. Donc, waouh, ça a été 2 dates un peu chaudes. Sacrée année, ça. Ouais, sacrée année. Donc, on a enchaîné Et en fait, j'ai eu bien fait de revenir parce que c'était super sympa, l'équipe était au top, les Anglais nous ont adorés. Alors, on était 3 voitures officielles. Il y avait Alex Furio, Malcolm Wilson, donc un Italien, un Anglais, et nous, les franchises, on était les petits de la troupe. Donc, on était pour la première fois pilote officiel en championnat du monde. Et donc, on nous demandait juste de finir les rallyes, de ne pas faire de performance, de nous habituer à la voiture pendant une année, etc., avant de toucher l'escorte, qui était un projet. Ouais. Donc, on finissait avec notre Syrah. Donc on ne faisait pas de séance d'essai, pas de réglage, etc. On prenait les réglages des autres pour le Monte Carlo. Donc, on nous a amené la voiture. C'est plutôt, nous, on avait des yeux de gosse comme ça avant Noël. Et c'était incroyable. Et donc, Pirelli nous a fait tester les pneus. Donc, on est rentré dans le grand monde de tout ce qui compose une équipe de rallye professionnelle à haut niveau. Parce que chez Peugeot, c'était bien, mais ce n'était pas un très, très grand niveau. C'était un niveau français. Et puis moi, je n'avais pas fait les années 309. Donc moi, je suis passée de la BM championnat de France à une Ford Sierra Cosworth de championnat du monde en 2 ans. Ça n'a rien à voir. 2 ans, rien à voir. Et puis ça faisait 2 ans que je n'avais pas balancé une note. Donc le premier essai qu'on a fait sur une route fermée, là, c'était dans le Vercors. J'étais super stress, quoi. Et en fait, tout est revenu d'un seul coup, sans problème. Donc c'était plutôt bien. Avec François, comment était l'entente? Super bien. François, c'est top. On est identiques en fait. On est frères et sœurs en fait. On est pareil. On est 2 hyperactifs, focus, super professionnels, très enthousiastes de la vie. On fait plein de sports. On est exactement pareil. Lui en mec et moi en femme. Donc c'est marrant. Et quand on se voit maintenant, c'est pareil. On s'est vu à Josselin là, pour le lancement de la 205 GTI du Monte Carlo 86. Ouais. Donc ça, c'était la vôtre? Incroyable. Ça, c'était la nôtre, avec le sponsor d'Amar. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont réussi, ils scannent. Ouais. Et ils ont réussi à remettre les lettres Roubaix, parce que c'est moi qui les ai découpées avec mes petits doigts, dans des grandes planches d'autocollants blancs. C'est moi qui découpais, parce qu'on n'avait pas l'argent pour faire des autocollants professionnels. Et c'était Damar en fait qui nous sponsorisait. Et Peugeot Talbot Sport Béthune, pareil, c'est moi qui ai découpé avec mes petits doigts. Donc c'est exactement les bons lettrages. C'est incroyable. C'est super. C'est drôle d'avoir sa voiture à cette échelle-là. Un 18e, normalement c'est plutôt un 43e. Ouais, c'est vrai que c'est joli. Mais de toute façon, on voit qu'on est dans une maison de passionnés avec tous ces décors, ces voitures. Et alors ça, c'est un type qui fait des trophées pour les fins de course et qui m'a proposé de me faire avec François. Je trouve ça top, je trouve qu'il était incroyable. Même là, au-dessus, tu as la Ford. Ouais, donc là, j'ai la Ford de championnat du monde. J'ai la voiture du Dakar, puisque j'ai fait le Dakar avec Jean-Louis Chesser. On a fini 5e au Dakar C'était quand ça? C'était en 98. Donc voilà, puis là, il y a mon petit hélicoptère, voilà, tout ce que j'aime. Puis les trucs roses, je suis une fille, donc moi j'aime les trucs roses. C'est girly, on va dire. C'est girly. Donc cette année de 91, elle a été sublime. Sublime et dramatique. D'abord parce qu'on a failli gagner le rallye Monte Carlo, donc, et puis on a cette pièce mécanique qui a pété dans la rotule de train arrière, en fait, qui a pété dans la dernière spéciale juste avant l'arrivée, donc qui nous a privé de la victoire au Monte Carlo. Ça a été horrible. C'est là où on te voit en larmes. Ouais. Alors moi, je ne suis pas sortie de la voiture parce que je suis un peu réservée. François, il est sorti de la voiture, hirsute. J'ai pas tapé. Il tapait sur le toit de la voiture. J'ai pas tapé. Parce que en fait, il faut bien comprendre que nous, on était les seuls derniers petits équipages. Il fallait surtout pas qu'on gagne. On ne demandait rien du tout au niveau de l'usine. On n'avait pas de pression. Il fallait juste qu'on se mette la voiture en main. Sauf que il y avait Kampkunen, Didier Auriol, il y avait tous les ténors de l'époque, Carlos Sainz, champion du monde des rallyes, Mickey Biezon, champion du monde des rallyes. Nous, on était comme ça dans le parc fermé. Il nous serrait la main. Salut et tout, give me five. C'était tous les héros de notre jeunesse. Il faut quand même relativiser, tu vois, dans le contexte. Donc nous, on était comme ça. Putain, ils nous parlent comme si on était des grands professionnels et tout ça. C'est incroyable. On a réussi à arriver dans le milieu du sport automobile de haut niveau. C'était notre rêve de gosse et tout. Ça faisait 10 ans qu'on galérait. Et puis au fil du rallye, on fait 6e temps, 5e temps, et puis 3e temps. Et puis on arrive dans l'Ardèche, et puis on fait notre premier scratch dans Burzé, le nom de mon chien, tiens. Et dans Burzé, on fait premier scratch. Et alors là, les gars, ils commencent à se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font les 2 jeunes là? Dans l'usine, les autres pilotes nous parlaient quasiment plus, parce qu'on était en train de griller leur course, leur plat, on prenait leur place.
Et les mécaniciens, ils étaient là, ouais, go François, go Anne-Chantal et tout. Et donc c'était super drôle. Et puis on arrive et puis on était en tête. Enfin, la dernière nuit du Turini, on était en tête avec 52 secondes d'avance sur le champion du monde en titre. C'était incroyable. Donc tous les médias ont complètement focalisé sur nous. C'était du jamais vu. Et puis on fait cette dernière nuit de course d'anthologie. Donc Carlos nous en met 10 secondes et on remet 10 secondes dans la suivante. Il nous en remet 15 et on lui remet 15 secondes dans la suivante. Et on arrive au pied du Turini. Et là, on avait notre avance. On avait une bonne avance. Et là, François me dit, on est en train de gagner le rallye Monte-Carlo. Je dis, c'est pas gagné, on rentre à Monaco, déjà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. On a cette pièce mécanique qui a pété dans le kilomètre 7 ou 8. Et en fait, c'est une rotule de train arrière qui a pété, ce qui fait que la roue s'est désolidarisée. C'était comme ça. Donc, on s'est arrêté en disant, merde, on a crevé. Je suis descendu de la voiture vite fait, j'ai fait le tour. C'était avant, arrière gauche. J'ai fait le tour de nuit, 5 h du matin, en plein hiver, dans la neige, je vois rien. J'avais pas de lampe de poche, j'avais rien de. Vite fait, je regarde si la roue était crevée, mais elle n'était pas crevée. Et je ne pouvais pas voir qu'elle faisait ça en fait en roulant. Donc je reviens dans la voiture, je dis écoute, on rallie l'arrivée, on verra, on comptera les points plus tard. François était en larmes, moi j'étais pas beaucoup mieux dans la voiture. On descend le col du Turini, on arrive à la fin, et c'est là où on sort de la voiture et qui dit j'ai pas tapé, etc. Parce que toute la presse était là pour nous attendre pour la fin du rallye, en fait. Parce que la fin du rallye, elle est là, elle n'est pas à Monaco, elle est à la fin d'un D1 spécial à 6 h du matin. Les gens ils sont crevés, ils ont les yeux tout rouges et tout. Donc ça a été un grand moment de notre vie en fait. Et à la suite de ça, on a voulu se venger au Portugal. Donc c'est là où on est sortis comme des malades dans le rocher là, à 140 km/h, etc. Après, on a dû faire 2-3 courses. On était au rallye de Tour de Corse. Pareil, on commence 5e, 4e, 3e. On prend la tête. On a 2 pompes à essence qui pètent en même temps. C'est du jamais vu. 2 pompes à essence qui pètent dans le coffre. Il y avait ça d'essence dans le coffre. À l'arrière, c'était une berline, hein, la Sierra Conscience. Donc c'était incroyable. Et donc on arrête la course. Après on arrive en Grèce, on casse 7 différentiels avant. 7. Les amortisseurs, c'était très très cassant la Grèce à l'époque. Hein. Il y avait des ornières, des rochers partout. Enfin, c'était du casse-bagnole. Et en fait ce qui s'est passé c'est que chez Ford, ils écoutaient les essais, ils prenaient en compte les essais de Malcolm Wilson et Alex Fiorio, mais jamais nous, parce qu'on était les plus petits de la bande. Donc on commence à prouver des trucs, mais bon, c'est pas forcément suffisant. Et puis après, il y a les égos. Donc ils ne se sont pas rendus compte suffisamment tôt que nous, on exploitait la voiture beaucoup plus que les autres. Et donc on cassait plus vite les pièces. Ok. Donc elle n'était pas adaptée à vous. Elle n'était pas adaptée à nous. Voilà, ils auraient mieux fait de nous écouter, nous, en séance d'essai, et donc de fabriquer les pièces en fonction de ce qu'on cassait. Donc on a notre rallye de Grèce, il a servi finalement de séance d'essai grandeur nature pour péter les pièces qu'il fallait. Donc ils nous ont remis dans la course à chaque fois avec des nouvelles pièces à tester. C'est comme ça que ça se passe dans les. Mais c'était frustrant. Oui, c'était frustrant, très frustrant. Et après, alors l'apothéose, ça a été. Alors San Remo, on a fini 3e. Donc on a essayé de jouer un peu plus tranquille, donc on a fini 3e. Et puis après, au San Remo, le problème, c'est que pendant les reconnaissances, on a tué un cheval. On s'est pris il y avait des chevaux sauvages, nous on reconnaissait comme des malades de nuit. Et à un moment, les chevaux étaient un peu plus proches. Et à un moment, on sort d'une courbe et bing, on se prend une tête de cheval, pile, juste dans mon coin de pare-brise à moi. Donc on a tué le cheval en fait. Alors moi, j'étais en larmes complètes, hein, je suis cavalière depuis que je suis petite, enfin bon, bref. T'adores les animaux de toute façon. Oui, j'adore les animaux. Et là, j'ai dit stop, j'arrête les rallyes, c'est bon. J'étais là pour une année, c'était la fin de cette année. Alors, soit je continuais, soit j'arrêtais. Et j'ai dit stop, j'arrête. Ça a été l'événement déclencheur. D'accord. Donc ça se finit sur une note très négative pour toi, quoi. Non, c'est pas grave, j'assumais, pas de souci. J'ai dit à François, écoute, moi, j'arrête là, c'est bon. Donc, comment il a réagi, François? Il a dit oui, je te comprends. Il m'a dit oui, je comprends parfaitement. Et d'ailleurs, il m'a reproposé en 2004, je crois, ou 2005, je ne me souviens plus, de refaire un rallye avec lui, un rallye vacances à Madère, pour nous venger du rallye Madère 1986. J'ai dit, t'as raison, Banco, on y va. Et on avait une 206 WRX. Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça génial comme auto. Et on a fini 3e. Donc, comme quoi, tu vois, il y a toujours un retour de manivelle quelque part. C'est vrai. C'est pour la petite histoire. Si tu avais un rallye à garder, ce serait lequel? Ce serait le Monte-Carlo? Ah ouais, c'est le Monte-Carlo. Ouais, c'est très, très dur. C'est très dur parce que tu as des notes d'ouvreurs, tu as des entrées, des notes d'ouvreurs. Hein, Donc le boulot du copilote, il est ardu parce que tu as déjà tout ton travail, plus après les corrections de notes d'ouvreurs à fond entre deux spéciales.
en plus du pointage, en plus de la lecture de roadbook, en plus de machin. Donc maintenant, c'est sur 3 jours, hein, c'est quand même beaucoup plus cool. Hein. C'est une boucle de 3 spéciales le matin que tu refais l'après-midi. Tu fais ça le vendredi, le samedi et le dimanche, tu as 2 spéciales à faire 2 fois. Donc bon, c'est pas des formats qui sont hors du commun. Mais nous, on avait une résistance, une endurance incroyable. On faisait du sport tout le temps. Les reconnaissances du rallye de Corse, on partait avec les vélos dans les camions des mécanos et on se faisait l'école dans tous les sens. Parce que comme on roulait beaucoup la nuit, on dormait le matin. Ouais. Et l'après-midi, on faisait un peu mécanique, machin avec les mécanos, et puis pas mal de sport, on faisait du vélo. Alors ça, c'est un truc super chiant, tu travailles la nuit jusqu'à 4h du matin, tu vas te coucher, il est 4h30, 5h, puis à partir de 8h, tu as les femmes de ménage dans les hôtels qui passent l'aspirateur, tu vas... Bref, c'était compliqué. La gestion du sommeil, un grand moment. Et depuis que tu as raccroché tes notes, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je suis toujours dans les notes commerciales cette fois. Je travaille avec une compagnie aérienne qui s'appelle eLiberté, dont l'antenne de travail aérien s'appelle Bretagne Hélicoptère. Donc on est basé en Bretagne et on s'occupe de développer tout le marché de l'hélicoptère en Bretagne. Donc il y a une partie commerciale pour les passagers, les circuits touristiques, etc. Et il y a une partie travail aérien, levage, etc. qui est vachement sympa et qui me plaît beaucoup, qui nous permet de trouver des chantiers où on a besoin d'un hélicoptère, comme d'une grue ou d'un tractopelle, pour emmener du matériel sur des endroits inaccessibles. Alors, Anne-Chantal, qu'est-ce qui va se passer ce matin? Alors là, on est sur le Mont-Saint-Michel pour un chantier de restauration de la tour boucle. Donc on a des matériaux à livrer et des matériaux de retour à la ferme où on est posé avec l'hélico. Donc ça, c'est pas moi qui le fais, c'est Fred qui est un pilote émérite en levage, il a 15 ans d'expérience. Et moi, je cours en dessous comme un zébulon, j'accroche, je décroche quand les charges arrivent et repartent. Donc on a d'abord tout préparé, tout élingué, de façon à faciliter tout le travail. Quand un travail est prêt, forcément après c'est beaucoup plus facile, il n'y a plus qu'à accrocher, décrocher sans surprise. Donc un chantier, ça se prépare. Au niveau de la sécurité, c'est très, très réglementé. Nous, on a les casques et tout, j'ai l'air con là avec mon casque. Non, ça te va très bien. Et je suis reliée radio au pilote et... on doit faire le ménage sur tout le chantier pour éviter que les choses volent dans l'hélicoptère, pour pas que ça soit dans le rotor, etc. Ouais, parce qu'on est prêt, hein, mine de rien. Et on est très près des façades du Mont-Saint-Michel, donc on travaille à l'aube et au crépuscule, de manière à pas être dans les mouvements de personnes qui passent sans arrêt. C'est top, je m'éclate tous les matins, c'est une bénédiction. Là, on est sur le mont, c'est incroyable. On s'est rendu compte qu'en Bretagne, il y avait beaucoup d'endroits inaccessibles, des îles, des îlots, des phares. Oui. Donc on a des chantiers comme ça, les toits des supermarchés, les grues n'ont pas assez la fourche n'est pas assez longue, je ne sais plus comment on appelle ça. Le bras, là, il n'est pas assez long pour aller jusqu'au milieu du supermarché déposer des climatiseurs. Donc c'est tout un marché qui nous intéresse. Donc moi, je suis chargée de ce développement-là. Mais tu es aussi pilote d'hélicoptère. Oui, je suis pilote, mais je suis pilote donc à plein temps depuis 6 ans. Avant, j'ai eu différentes expériences de pilote hélico, parce que quand j'ai eu, après mon année 91, que j'ai repris avec François en championnat du monde, après j'ai créé une école de pilotage à Abbeville, j'ai fait des piges pour le groupe de presse, etc. Et j'étais pilote vacataire simplement, donc j'étais pilote hélicoptère vacataire. Donc j'y allais en renfort pilote ou quand il y avait des missions sur des week-ends ou bien pour remplacer des pilotes qui devaient prendre des congés, etc. Mais là, depuis 2018, depuis mon arrivée en Bretagne, je suis pilote à plein temps. À plein temps, ou presque. Donc maintenant, c'est plein temps depuis 3-4 ans. Mais comme j'ai eu 60 ans, je ne peux plus faire de transport public. Donc je ne peux plus faire de circuit touristique avec des personnes à bord. Je peux faire du travail aérien avec des photos sur le Vendée Globe. Là, c'est ce qu'on va faire ce week-end. La surveillance de ligne électrique. La surveillance de ligne électrique. On fait des contrats SNCF pour les dégâts sur les voies. On fait des paras. On fait du lancer de paras.
Donc largage parachutiste. Le radar également, le LIDAR. Oui, le LIDAR, voilà. Donc on fait tout ça, mais on ne peut plus emmener des personnes pour voyager d'un endroit à un autre. C'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est la réglementation européenne. Donc moi, je m'amuse à développer tout le marché du levage parce que ça me fait beaucoup rigoler. Et puis ça correspond à mon envie de me dépenser physiquement aussi parce que j'aime bien faire du sport. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant, ce que tu faisais, par exemple, au Mont-Saint-Michel quand tu m'as emmené. Qu'est-ce que tu as trouvé impressionnant? D'être en dessous de l'hélicoptère, d'attacher, ça va vite. Les rotations oui, sont c'est très hyper rapide. rapides. Ce sont des rotations de 3 à 4 minutes pour les plus lentes. Et les charges vont jusqu'à 1 tonne. Donc le rôle du helper est primordial parce qu'il peut faire perdre énormément de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et le temps, c'est de l'argent. Donc nous, on fonctionne à la minute de vol. Donc c'est vraiment un rôle primordial. Ça nécessite une formation, une mise en situation sur le terrain pendant quasiment 1 an pour pouvoir être autonome et se débrouiller. Parce que l'élingage est très important, évidemment, pour accrocher les charges. Ouais. Parce qu'on élingue d'une certaine façon, en étranglement, etc. Donc ça dépend quel type de charge on dispose, de quel type de charge on dispose. Et il nous faut des élingues de différentes longueurs, de différents trucs. Enfin bon, bref. On est dehors, on est sur des chantiers, on rencontre des gens sympas et puis on apporte un vrai savoir-faire avec à chaque fois des chouquettes. C'est pour ça qu'on m'appelle Anne Chou. Et c'est vachement sympa. C'est très gratifiant comme métier. Et moi, j'amène la machine sur zone. Le pilote, c'est un pilote qui est spécialisé là-dedans. Il fait quasiment que ça. Et on en a 2 au sein de la société. Et il vient de La Rochelle. Donc à chaque fois, il se déplace au Mont-Saint-Michel, sur des chantiers en Bretagne, de tout le front atlantique. En fait, on couvre toute la moitié de la France ouest. Qu'est-ce que tu aimes dans le pilotage d'hélico? C'est un peu similaire au ski ou à la glisse en voiture. C'est-à-dire que tu évolues dans un espace 3D, certes, mais avec des transferts de charge, etc. Parce que tu évolues de la même façon, avec une certaine dérive. Plus tu es doux aux commandes, plus ta voiture ou ton hélicoptère se comportera. Ouais. C'est vachement intéressant en dynamique, en physique. Et l'hélico, tu es au-dessus de la planète. D'abord, le paysage est toujours merveilleux. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est des prises de décision qui sont parfois compliquées. Tu vois, là, on est stand-by pour descendre au Vendée Globe. Il y a du brouillard sur Dinard, on ne peut pas aller chercher les machines. Quand est-ce qu'on pourra y aller? Donc, on est en permanence sur nos applis météo pour essayer de voir comment ça évolue. Demain ou après-demain, j'ai peut-être un créneau, donc il va falloir que je saute dans la bagnole au dernier moment pour aller chercher un premier hélico. Tu as toujours aimé ça, l'adrénaline, en fait. Ouais. Alors, c'est pénible parce qu'en même temps, tout ça, c'est tombé sur une femme. Donc, je suis une femme. Ouais. Et dans un monde de mecs. Donc, c'est assez travers. Tu as été pénalisée? Oui, j'ai souvent été pénalisée. Ouais. Tu as des exemples, par exemple? Ouais, des exemples d'un espèce de connard qui a jamais voulu monter avec moi en enseignement de pilotage automobile sur un circuit. Ouais. Parce que j'étais une femme. Il voulait pas qu'une femme lui donne un cours. D'accord. Ouais. Ok. Ça paraît fou, mais oui, d'accord. Ça paraît fou. Après, en hélico aussi, il y a un type, une espèce de connard qui a jamais voulu monter avec moi. C'est pour faire un déplacement entre Nantes à l'arrivée de son avion et Belle-Île. Ça, c'était en 2007. Tu vois, je me souviens de la date parce que ça marque là quand même. Je dis oh, merde. Donc en 2007, ouais, il y a un type qui a jamais voulu monter avec moi parce que j'étais une femme aux commandes d'un hélicoptère. Ok. C'est un truc de fou. Et dans le rallye? Et dans le rallye, c'est des réflexions à la con, quoi. Tu arrives dans un atelier, puis les mecs te demandent si tu sais de quoi tu parles. Enfin, tu te pinces de rire. Les gens ne se permettraient jamais de te dire ça si tu étais un mec. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une copine qui est urgentiste. Donc, elle est urgentiste héliportée. Et le premier contrat qu'elle a eu, elle arrive près de l'hélicoptère, puis elle dit au pilote, bon alors, comment ça se passe? Où est-ce que je me mets? Et le pilote lui a dit, il dirait jamais ça à un mec, toi tu te mets là et tu fermes ta gueule. Ah oui, d'accord. Tu te mets là, tu t'attaches et tu fermes ta gueule. J'ai oublié la ceinture. C'est incroyable de dire ça. Parce que c'est une femme, il s'est permis de lui parler comme ça. C'est un truc incroyable. On est encore là en 2024, quoi. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est fou. À côté de ça, il faut évidemment, on a une compétence technique. Donc la question ne se pose même pas d'être un homme ou une femme. On est complètement en retard. Tu vois, au Canada, aux États-Unis, ça ne fait pas du tout de différence que tu sois un pilote homme ou femme. Les nanas font du quad, elles font du jet ski, elles font ce qu'elles ont envie de faire. C'est fou d'être encore comme ça aujourd'hui en France. Ça me sidère, moi, à chaque fois, mais bon. Et est-ce qu'au quotidien, tu as gardé ce plaisir de la conduite? Oui, complètement.
Ouais, je suis une fan de véhicules plutôt 4 roues. Les 2 roues, je suis pas très bonne. Ouais. Mais en 4 roues, ouais, j'adore ça. Je trouve ça incroyable. C'est jouissif d'avoir un engin qui te permet de te déplacer. C'est un engin liberté déjà. Oui. Et puis c'est un engin très technique. Je suis admirative de l'ingénierie au sens large du terme. Tu vois ce que c'est qu'une boîte de vitesse. Tu as déjà démonté une boîte de vitesse, tu regardes à l'intérieur, c'est un truc de dingue. Le mec qui a mis ça au point, c'est fou. Tu as des sensations, tu as de la vitesse, tu as des appuis avec de la force centrifuge. C'est extraordinaire, je trouve. C'est incroyable. Donc tu as 4 voitures actuellement. Lesquelles? Alors, j'ai 4 voitures actuellement. La première, ça a été une petite Fiat 500 que j'ai ramenée d'Italie, qui me procure beaucoup de plaisir, et notamment depuis que j'ai vu le film de Jean Reno avec Le Grand Bleu, ce qui a déclenché cet achat. Donc, elle vient d'Italie et elle est entretenue au lycée Jean Guéhenno à Havane, puisqu'il y a cette fameuse mention complémentaire post-bac en mécanique vintage. Voiture et moto. Là où tu fais entretenir tous tes véhicules. Et c'est là où je fais entretenir tous mes véhicules. Donc toute l'année scolaire, les gamins, petits et plus grands, profitent de mes véhicules pour s'entraîner à démonter, remonter, etc. Donc la Fiat, elle a été entièrement démontée. Boîte de vitesse, moteur, tout a été mis sur l'établi. C'est mignon d'ailleurs, parce que tout est petit en fait sur une Fiat 500. Oui, c'est sûr. Ils ont refait tout le circuit électrique, ils ont refait tous les transports de fluides, ils ont refait tous les durites, ils ont conçu des pièces parce qu'on n'y trouvait plus. Enfin, ils se sont bien démerdés. C'est super sympa. Après, il y a dans l'ordre, j'ai acheté la BM. Donc ça, c'est la BM qui vient de région lyonnaise. Et ça c'était un peu pour retrouver la M3 qu'on avait en rallye. Ouais. C'est un peu la même face avant, même si c'est la M3 du pauvre. Parce que la 318 IS, c'est un 4 cylindres, mais c'était une voiture qui est assez sportive en fait. Après, j'ai acheté l'Acadiane. Et là, mon père avait une Diane comme ça. J'ai failli finir dans un fossé en glissant sur du verglas avec cette Diane d'ailleurs, en allant à l'école, puisqu'il me faisait conduire sur la route de l'école. J'avais pas de permis, j'avais rien du tout. Et on a failli partir au fossé en glissant sur une plaque de verglas dans une courbe. En fait, ça devient de là un peu ton goût pour les voitures peut-être, non? C'est plus ancien. Là, j'étais déjà bien accrochée. Non, c'est plus ancien. J'ai toujours adoré les trucs à moteur. J'ai une moto, une TY, une Yamaha TY de trial, parce que c'était mon gabarit en fait, parce que les autres étaient un peu grosses. Donc j'avais acheté ça, j'avais fait des brocantes pour pouvoir me payer cette moto. Et mes parents ne voulaient pas que je passe le permis à l'époque, parce qu'ils ne voulaient pas m'assurer, ils ne voulaient pas que je me casse la figure. Et ils ont bien fait. Et en fait, je suis allée derrière leur dos une paire de fois par les chemins me sauver. Enfin bon, bref, c'était assez comique. C'est là où j'ai rencontré François d'ailleurs. En voulant passer le permis derrière le dos de mes parents, qui l'ont appris tout de suite évidemment, parce que dans un village tout se sait, n'est-ce pas? Ben oui. Donc voilà. Et puis après, la dernière en date, c'est la petite Golf GTI rouge, la 8 soupapes. Donc c'est une Golf 2 de que ton père avait aussi. Et que mon père avait aussi. Donc la sienne était verte et moi elle est rouge aussi, et elle est dans un état collector, elle est top. Et celle-là a une petite préparation Oettinger, donc elle est bien, elle ronfle bien. Elle a un peu plus de watts et elle a un châssis avec des amortisseurs Bichstein et tout ça, donc elle est cool. C'est ta préférée? Je dirais pas ça, c'est ma préférée pour le côté peut-être état collection. La BM, c'est ma préférée pour le sport. L'Acadiane, c'est la voiture plage, donc on a mis des serviettes de toilette dessus, une serviette de bain, des paniers en osier derrière et tout. Et la Fiat, c'est un petit jouet, quoi, c'est trop mignon. Donc toutes mes petites voitures, elles sont là. Il y en a une qui est au lycée, il y en a une qui est en garage. J'ai vu que tu avais la Golf et la BM. La Golf ici. et la BM sont là. Mais si tu veux, je t'emmène. Allez, c'est parti. On y va? Ouais, on y va. Alors Chantal, tu souhaitais absolument nous montrer cette voiture. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur cette Fiat? La jeunesse de cette histoire, c'est mon amour immodéré pour les voitures, quelles qu'elles soient. Et en regardant le film avec Jean Reno, Le Grand Bleu,
J'ai dit c'est cette voiture-là que je veux absolument. Et j'en ai trouvé une 3 jours après. J'ai un ami qui me dit tiens je sais pas quoi en faire. J'ai cette annonce à vendre de voitures qui est en Italie etc. Et personne n'en veut. Et en fait j'ai sauté dessus, je l'ai acheté direct et elle est rentrée d'Italie de Bari. C'est deux copains en fait qui cannibalisent plusieurs voitures pour en faire une seule. Ouais. Et c'est tombé sur moi. Voilà, donc j'ai fait venir la voiture. Ça a été à tout un périple. Ça a duré 6 semaines pour la faire venir. J'ai cru que j'allais jamais la voir arriver. Et en fait, si. Je suis super contente. J'adore la Fiat 500. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur cette voiture? L'intérieur, en fait, quand tu es dedans, tu as l'impression d'être dans une bulle. Tu es en dehors de tout ce qui est contexte extérieur, contexte social, contexte économique. Tu es là avec ton petit moteur, tu as la bonne odeur des voitures anciennes. Oui, c'est vrai, oui. Et moi, c'est ce que j'adore le plus. Alors, on va pas s'éterniser sur son niveau de performance, hein, parce que c'est vraiment un bicylindre, c'est tout petit comme moteur. Mais par contre, c'est super sympa. Toi, c'est l'ambiance en fait que tu aimes. Ouais, j'adore l'ambiance des voitures anciennes. C'est accessoirement la seule façon de ne pas se faire piquer au permis, à son permis. Voilà, oui. Parce qu'on atteint rarement la vitesse limite au radar, mais c'est vrai que c'est aussi tout un patrimoine français, européen en l'occurrence italien, mais c'est quelque chose qu'on a voulu diaboliser, qui est une erreur parce que les jeunes maintenant se désintéressent de la voiture, et je trouve ça vraiment très dommage parce que c'est une ressource inépuisable d'inspiration pour moi. Anne Chantal, nous voilà dans un autre de tes bolides, une Golf 2 GTI. Et t'es vraiment une fan de voiture en fait. Je peux pas m'empêcher. Alors raconte-moi l'histoire de cette voiture déjà. Alors celle-ci, c'est sur les recommandations d'un copain sur gens de confiance. Ouais. C'est un site internet de gens de confiance. D'accord. Et je l'ai trouvé particulièrement à mon goût. Pourquoi? Parce que mon père en avait une comme ça. D'accord. Et j'ai craqué. Alors ce sont jamais des voitures chères. Ouais. Ce sont des youngtimers. Moi ça me parle évidemment parce que c'est ma jeunesse. C'est ton époque, ouais. Voilà. Et non, c'est encore mon époque. Merci Pierre. Ce fut mon époque et c'est encore mon époque. Bah, évidemment. Donc ça me parle beaucoup et je retrouve exactement l'ambiance de mon père aux commandes de sa Golf GTI de l'époque, exactement pareil. Si ce n'est le petit truc qui a été rajouté là, le petit Port USB. Port USB qui a été rajouté. Et ça c'est le détail qui tue. C'est pour te dire le niveau de maniaquerie du mec qu'il avait avant moi. Wow. J'ai récupéré tout un dossier énorme, plein de recommandations avec toutes les factures, il y en a épais comme ça. Ouais. Et les dates d'échéance à venir. Donc je suis censée respecter les dates d'échéance à venir. Le carnet d'entretien est fait, d'accord. tout est prévu. Et j'adore, il y a une petite préparation Oettinger dessus, tu vois, il y a une jolie sortie d'échappement. Le son est sympa. Hein. Le son est très sympa. Ouais. Et vraiment, je m'éclate, moi. J'adore, en fait, toutes les voitures. Tu peux me donner une 4L, hein. Je suis une fan de 4L. Hein. Tu me donnes une Ferrari, je suis une fan de toutes les Ferrari. Alors, très honnêtement, je préfère les Porsche. mais l'éternel combat Porsche-Ferrari. C'est ça. Mais j'adore toutes les voitures. Toutes les voitures me parlent à partir du moment où il y a un moteur et 4 roues. Alors, l'Acadiane, c'est pareil. C'était une voiture qu'avait mon père. Enfin, il l'avait pas en version Acadiane. C'était juste une Diane normale. Et c'est là-dessus que j'ai fait mes premières armes au volant avec lui. Sans permis. J'avais un père qui me laissait conduire sans permis, oui, parce que, genre conduite accompagnée. C'était à quoi? C'était à 12-15 ans, je crois, un truc comme ça? Ouais, entre 11 et 16 ans. Entre 11 et 16 ans, d'accord. Et un jour, je suis revenue à la maison pendue par l'oreille par un gendarme qui m'a dit « On a trouvé votre fille au volant de la Diane dans la campagne, c'est normal. » Là. J'avais 15 ans. Tu commençais déjà? Je commençais déjà. Ouais. En fait, ces voitures, la Golf et la BMW et l'Acadiane, c'est un petit peu des Madeleines de Proust pour toi. Tout à fait. Madeleine de Proust. Comme beaucoup de propriétaires de voitures anciennes. Moi, ça rappelle des souvenirs, des émotions. Ouais, voilà, c'est ça. Et mon père aurait voulu être garagiste. Ouais. Et il a dû reprendre l'étude de notaire de son père, donc de mon grand-père. Et il a toujours été extrêmement frustré de ne pas pouvoir bricoler ses bagnoles lui-même. Hein. Et du coup, il s'est toujours fait plaisir avec toute la série des Golf GTI, quasiment. Ouais. Et donc c'est vachement sympa, en fait. Donc c'est pour ça que tu aimes bien ce modèle. Je retrouve cette ambiance avec le modèle. Et en tant que tel, c'est aussi un modèle où il n'y a pas de bip bip, il n'y a pas de radar, il y a pas. C'est tellement simple. La mécanique en plus atmosphérique, c'est tellement simple. C'est un vrai plaisir à conduire. C'est toute une ambiance. Moi, j'aime beaucoup. Donc ça, en fait, c'est ta voiture de tous les jours. En fait. La Golf et la BM principalement. Ouais. Est-ce que t'as le pied un petit peu lourd parfois?
Oui, on va dire ça. Qui écoute? Ça dépend qui écoute. Ouais, c'est ça. Là, on va aller voir les ânes, hein, dont je m'occupe. Je m'occupe de 2 ânes. Oui, parce que tu es très proche des animaux. J'adore les animaux. Et je vais finir par ouvrir mon refuge pour animaux. Hein, je sais. Et je m'occupe de 2 ânes qui sont dans un prêt dans une société dont les propriétaires ne connaissent pas suffisamment de choses aux équidés. Et Ouais. j'ai proposé mon aide, hein, parce qu'en fait c'est devenu des copains. D'accord. Et j'ai proposé mon aide, donc ça doit faire 4 ou 5 ans maintenant, je m'occupe de ces 2 ânes. Bon, bah, allons voir Regarde, ces ânes ils sont alors. là. C'est Dodi et Marius. Tu le crois toi? Le noir, il fait plus mule que âne. C'est une mule. Ah oui, d'accord. Je te fais rencontrer Marius, tu vas voir. Ah bah, c'est parti, on va voir ça. C'est parti mon titi. Ah. C'est pas parti du tout. Anne Chantal, nous voici à présent dans ta BMW 318 IS. Et déjà, je trouve qu'elle est dans un état remarquable. Hein. Ah mais elle est bien entretenue. Bah oui. D'où te vient cette voiture? Celle-ci a été trouvée chez Thierry Massot, qui est la référence biblique du monde BMW ancienne. Ouais, Il habite en région lyonnaise. d'accord. Nous, à l'époque, on était dans le Jura et en Haute-Savoie et je faisais énormément de reportages pour un magazine qui n'existe plus actuellement. C'était le magazine BM World, Ouais, moi, un d'accord. magazine dédié au BMW, dont j'étais instigatrice dans les premiers numéros et jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et donc, j'avais tout mon réservoir de reportages en partie chez Thierry Massot qui réparait des modèles uniques, des modèles rares, des modèles fréquents, Ok. de compétition ou de tourisme. C'était super sympa. Et du coup, je lui ai acheté sa voiture. C'est sa propre voiture. Ah ok. Pourquoi ce modèle en particulier? C'est un modèle qui est sympa parce que c'est la 318 IS, donc c'est le 4 cylindres de BMW dans les années 90 qui devait lutter en catégorie 2 litres contre D'accord. les Golf GTI notamment. Donc tu le disais tout à l'heure, c'est un petit peu la, entre guillemets, la M3 du pauvre. C'est la M3 du pauvre. Alors, Je trouve ça pas très gratifiant, mais- J'ai pas du tout les moyens de m'acheter la M3 E30 actuellement. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment très très cher. Ouais, ça a pris de la cote. Ouais. Et ça, c'est une petite voiture qui est sympa. Moi, je me souviens de la première fois où on a parlé d'ergonomie dans les voitures. Donc, le modèle E30, ça a été la première communication ergonomie chez BMW où Ouais. ils avaient incliné le tableau de bord en face Au conducteur. au conducteur. Ouais. Je sais pas si tu Je te trouve ça, souviens. mais je Ah trouve non, ça t'étais génial. pas né, Bah non, toi. j'étais pas né, moi j'étais trop jeune. Donc ça, c'est génial. Et ça me rappelle la voiture compliquée du père de François Delecourt qui avait une 323i modèle série spéciale Biton. Gris clair, gris foncé. Il y avait un différentiel autobloquant. Il y avait une sellerie spécifique. Ouais. Et on l'a piqué le soir derrière le dos des parents En pour la poussant du garage. en poussant du garage. Et du coup, j'ai fantasmé sur cette voiture pendant longtemps. Donc Voilà, là encore, j'étais tu as contente. acheté cette voiture parce qu'elle te rappelle des souvenirs. quoi. Toujours, c'est Toujours. toujours la même histoire. Toujours le même fil conducteur. Et elle est comment cette voiture niveau comportement? Est-ce que c'est proche d'une M3 ou pas du tout? C'est assez proche d'une M3 parce que c'est une propulsion qui a donc la même ADN, hein, mais Oui. c'est moins puissant bien sûr. Hein. On a 136 chevaux contre, je crois que c'était 240 le modèle BM M3, je me souviens. Ah, je me souviens plus Enfin, non nous, plus. dans notre voiture de course en 88, en tout cas, on avait 320 chevaux. Ouais. Et c'est beaucoup moins viril à conduire que la M3, qui est restée quand même très très virile. D'accord. Donc, non, moi j'aime beaucoup cette voiture parce qu'elle est super moderne en fait. Mais c'est vrai que pour l'époque, est elle super l'est. hein. moderne, ouais. Et toujours pareil, il n'y a pas de bip bip, il n'y a pas de radar, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de... J'ai l'impression que ça t'énerve, ça, toutes Oui, ça ces m'énerve. assistances. Ça m'énerve. Pour moi, c'est l'antithèse de la conduite attentive. En fait, la conduite, c'est une question d'attention. Et tout ça t'aseptise ta conduite. Je parle même pas de pilotage, je te parle de conduite vraiment de tous les jours. Et c'est déplorable parce qu'en fait, on s'endort, on est là, on est tellement assisté, les phares automatiques, les essuie-glaces Ouais, automatiques. c'est vrai. Tu recules, tu ne vois même plus dans ton rétroviseur. Donc voilà, moi ça m'énerve. C'est pas la conception que j'ai de la voiture, de la conduite et du pilotage. Mais bon. Tu n'achèteras jamais une voiture moderne? Par la force des choses, j'ai des breaks successivement Oui. pour un tas de raisons familiales ou animales. Mais non, je suis pas une grande fan des voitures modernes. non. Tu vas rester dans les années 90, quoi, en gros. J'aime bien les voitures des années 90. Je me souviens de la Honda S2000 qui est née Ah oui. à la fin des années 90. Pour moi, ça a été une réussite absolue, cette voiture, en termes de jouets sportifs. Ouais. J'ai l'impression que t'as pas trop de marque préférée.
Parce que t'as Fiat, t'as Ouais. Golf, t'as BMW, et là tu me parles de Honda, une japonaise? Oui, c'est chaque modèle spécifique qui m'a plu, m'a interpellé, ne fait pas forcément partie de ma marque fétiche. Qui est quand même, enfin, j'ai deux marques fétiches, c'est quand même Porsche et BMW. Ouais. Que j'aime beaucoup, mais tu vois là, moi je roule tous les jours avec une 308 commerciale pour e-liberté, pour mon job. Bah, je trouve ça top en châssis. Ah ouais? Ouais, c'est top en châssis, c'est incroyablement Bah, c'est vrai que Peugeot équilibré en châssis. Peugeot a toujours fait des châssis à peu près équilibrés et vivants. Ouais. Et si tu devais choisir, tu dis que Porsche est une de tes marques préférées, si tu devais en choisir qu'une, ce serait laquelle? Quand j'étais riche, parce que j'étais riche mais je suis pauvre. J'avais réussi à m'acheter la 964, donc la 4 roues motrices, D'accord. modèle 1990. Et ça m'a époustouflé ce modèle. C'est vrai. D'équilibre, de sécurité, en 4 roues motrices, une fois de plus, parce qu'à l'époque ça prenait quand même toute sa saveur. J'avais eu un coupé 3 litres 2, une 911 3 litres 2 SC, donc normal. Ah oui, t'en as quand même eu quelques-unes. J'en ai eu 2. J'avais fait 3 ou 4 fois le tour de ma culotte sans toucher l'élastique sur des grosses glisses, sans prévenir, sur la route de tous les jours, donc dans la bouillasse et dans les betteraves. À l'époque, j'habitais plutôt vers le nord de la France. Et je me suis dit non, là, va quand même falloir passer aux 4 roues motrices. Tu t'es rapidement. assagi, quoi. Je suis un peu assagie. Et pourquoi tu l'as revendue, cette Porsche? J'ai tout cassé dessus. T'as tout cassé? Disque de frein pété, parce que je roulais comme une cinglée sur le circuit. Et j'ai tout cassé dessus, donc j'avais plus les moyens de changer le moteur. Ah mince. Donc je suis passée à l'Impreza, la Subaru Impreza. Celle qu'on connaît. Celle qu'on connaît, la WRX. Ouais. Et ça m'a bluffé. C'était Par incroyable contre, cette j'étais machine la à l'époque. piste, je faisais 250 km et je repassais à la pompe directe. Il y a plein de voitures qui sont sympas à conduire ou à piloter. Ouais. Alors actuellement, c'est plus trop le cas. Je me retrouve pas du tout dans les voitures électriques. Bah non, j'imagine. Voilà. Non. Mais Toi qui n'aimes pas les bip bip, tu ne peux pas aimer une voiture électrique. Non. C'est clair. Mais j'en ai essayé. Je dis pas, l'accélération est foudroyante, mais à côté, c'est une telle loi de l'emmerdement maximum que c'est pas la peine. Et puis, c'est très bien pour se déplacer d'un endroit à un autre, en ville, ok, très bien, mais par Mais contre... toi, tu prends aucun plaisir là-dedans, Ah toi. bah non, aucun plaisir. Alors, Anne-Chantal, tu es hyper active, ton emploi du temps est toujours très rempli. Tu es toujours d'ailleurs très présente dans le monde automobile, on t'a croisé à la Coupe Florio. Est-ce que tu es toujours sollicitée pour ce genre d'événement? J'aimerais bien être plus sollicitée. Ça m'a fait tellement rire cette Coupe Florio. C'était génial. Alors, déjà pour l'hyperactivité, j'ai découvert ça il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'on m'a dit que j'étais hyperactive. J'ai dit, ah bon, non, je ne suis pas hyperactive. Bah si, vous avez tous les symptômes de la personne en hyperactivité. Ah bon, d'accord, ok. Bah, c'est peut-être ce qui explique tout ça. Donc, c'était assez drôle. Et oui, la Coupe Florio, c'était génial parce qu'en fait, d'abord, Rick Vatanen était un bon pote. Ouais. Les organisateurs de la Coupe Florio, moi, je les trouve top. Ils ont réussi à faire une course incroyable, alors que ce sont quand même des amateurs, donc ils ont réussi à faire un truc extraordinaire. Et puis il y avait Manu Guigou que j'ai rencontré, que je connais de réputation et qui est un mec extra, et Christian Rio. Donc moi, je faisais partie du VIP, du carré VIP de la Coupe Florio. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et tu faisais des baptêmes en Audi RS6. Et je faisais baptême avec une Audi RS6. Alors ça hurlait dans la voiture tellement les gens avaient peur, ils étaient terrorisés. Moi, j'étais pliée de rire. Et c'était super sympa. Et 630 chevaux quand même, 4 roues motrices, ça dépote. Donc c'est lourd, mais ça s'emmène bien. Ouais. Et il y avait beaucoup de changements de revêtements. D'ailleurs, il y a une Porsche qui s'est crashée Dans un virage, ouais. dans un des virages parce qu'il y a énormément de changements de revêtements. Donc si tu veux, moi, c'est mon milieu rallye qui, sur des courses en milieu naturel comme ça, il y avait au moins 6 revêtements différents. Donc là pour moi, c'était que du bonheur, quoi. Et puis, oui, d'autres événements comme ça, je suis quelquefois sollicitée, mais j'ai pas forcément le temps d'y aller parce que j'ai beaucoup de boulot. Mais maintenant, je travaille moins le week-end parce qu'avant, tous mes week-ends étaient pris pour les circuits touristiques et les transports de personnes en hélico. Ouais. Donc, appel aux amateurs, si vous voulez que je vienne, je suis là. Et tu es aussi très sportive. Oui, je fais beaucoup de sport. Oui. Alors avec un niveau de performance qui diminue, on va pas se mentir. Fatalement. Fatalement. Mais oui, je fais beaucoup de sport. Depuis 4 ans, je me suis inscrite dans une salle de sport qui propose des cours avec coach. Ouais. Je ne vais pas pour la gonflette ou des trucs comme ça, c'est pas mon truc. Mais par contre, j'ai découvert une discipline qui me plaît beaucoup. Si j'étais plus jeune, je crois que je ferais de la boxe.
la vraie boxe de combat, mais là c'est un peu foutu. Donc, je fais du boxing, hein, qui est une espèce d'ersatz de boxe, mais et du sport de combat contre des sacs. Donc on s'entraîne, c'est très cardio, c'est très rythmé. Et avec des coachs, c'est super sympa, on se marre bien. Donc ça, c'est pour l'aspect sport. Mais sinon, je cours beaucoup ici dans les sentiers côtiers. Bah oui, le terrain s'y prête. Ouais. C'est magnifique. Vélo également, ça ne t'a pas quitté? Oui, mais j'ai un mari qui fait beaucoup de vélo et qui m'a dégoûté du vélo. Il te largue, c'est ça? Ah, j'en peux plus. Chaque fois, il revient vers moi. Alors lui, il fait des bouts, puis il revient. Puis il me dit, mais comment tu fais pour tenir sur ton vélo à cette allure-là? C'est le genre de truc, ça te casse bien. Et tu as une grande passion dans la vie, c'est également les animaux. Oui, j'aime beaucoup les animaux. J'ai toujours aimé, j'ai récupéré plein de chats, plein de chiens que j'ai toujours réussi à placer à droite, à gauche. Et puis là, on a 3 chats et demi, donc le demi, c'est pas à nous, c'est un chat qui squatte et qui dort contre nous toutes les nuits. Donc on va dire que c'est bien presque 4. Hein. Ouais. Et puis, donc on a un budget croquette terrible. Et puis, j'aime beaucoup les animaux. Les équidés et moi, c'est une histoire d'amour. Il y a aussi un labrador que... J'ai plus de chien en ce moment, donc il y a un labrador qui s'appelle Joy, on est amoureux tous les deux. Et donc, quand j'ai 3 minutes, je l'emmène pour aller courir dans les chemins avec moi. Et c'est super sympa. C'est le chien d'un pote. Et il passe en bateau pour aller à l'île aux Moines, tu vois, à peu près. Ah oui, d'accord. Il passe en bateau tout seul. Donc, le passeur voit le chien, le fait rentrer dans le bateau pour passer à l'île aux Moines parce qu'il a une copine à l'île aux Moines. Hallucinant. Après, son maître le cherche, il m'appelle, mais t'as pas vu mon chien? Bah non, Joy, pas là. Parce que le chien revient, puis il s'arrête ici, il fait une halte, hein, parce qu'il sait que je vais le ramener, parce qu'il est fatigué, évidemment. Il a été compté fleurette. Et je le ramène chez son père. Enfin, bon, bref. Les animaux et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et je pense que je vais mal finir. Je vais finir par ouvrir une réserve d'animaux quand j'aurai 95 ans. Tu as été très engagée dans le milieu animalier. Oui, j'étais assez engagée. Avec Louis et Fred, donc mon fils et mon mari, on fait toujours partie d'ailleurs d'une association qui s'appelle Athénas, qui est dans le Jura, et qui s'occupe d'animaux sauvages, faune sauvage, et notamment de lynx, puisque c'est le berceau des lynx en France. Il y en a à peu près entre 70 et 100, ça dépend les années. Il y a beaucoup de prédation en fait, de chasseurs et puis de collisions avec des voitures. Ouais. Et donc, on fait partie de cette association depuis des années. On a suivi une formation pour pouvoir transporter un animal sauvage, puisque tu n'as pas le droit de le faire dans une voiture quand tu es un particulier. Donc, on a une carte d'autorisation délivrée par les préfectures pour pouvoir emmener des animaux sauvages. Ici, il y a des associations aussi ici qui récupèrent des animaux sauvages. Donc, j'ai déjà eu affaire à eux. Et puis, c'est vrai que moi, ça me fait mal au cœur de voir toutes ces SPA où des bénévoles se bougent pour essayer de pouvoir placer des animaux qui sont souvent super top, quoi. Ouais. Et qui demandent qu'à aimer un nouveau maître. Donc moi, ça me fait mal aux tripes. Et je sais que toi aussi, tu aimes les animaux. Oui, oui. Mais comment ils font dans ton entourage pour te supporter avec cette hyperactivité? Ils sont pas mal non plus, hein, ouais. Dans le genre. Alors, on va commencer par mon mari, donc Fred, lui est ostéopathe. Ouais. On s'est rencontrés en rallye Turquie, septembre 2000. Depuis, on ne s'est plus quitté. Et puis, donc lui, il est ostéopathe ici. Il a un cabinet et il fait de la musique. Il fait beaucoup de sport aussi, beaucoup de vélo. Il fait de la musique parce qu'il compose en anglais et il joue de la guitare électrique. Donc, il y a plein de guitares là, partout. Il y en a au moins 4 ou 5. Je ne sais même pas combien il y en a. Il y a Camille, donc c'est la fille de Fred, que j'ai élevée, hein, puisque je la connais depuis qu'elle a 8 ans. Donc, qui est quasiment ma fille. Et qui vit en région parisienne et qui est prof de yoga et très engagée journalistiquement parlant pour le féminisme, donc très militante féministe. Elle organise des retraites, elle vient de faire paraître un bouquin sur la politisation du bien-être et tout, elle est incroyable. Pour moi, c'est une référence intellectuelle incroyable. Et puis il y a Louis qui a maintenant 22 ans, qui vient de finir une licence de psycho et qui s'oriente lui vers... alors lui il est à fond toute la journée aussi, surtout la nuit. Et il s'oriente vers la sonorisation, le calage de son, la réparation de caissons de basse, de membranes de caissons, etc. Donc moi j'y connais rien en musique, mais lui c'est son truc. Et ils ont créé une association pour légaliser tout ça il y a 2 ans et puis... il est à fond là-dedans, donc il loue du matériel de sonorisation et tout. C'est fou. Donc on est tous à fond, passion. Et c'est comme ça qu'il faut vivre en fait. Si tu vis sans passion, ça va être long quoi la vie. Hein. Et triste. Et triste. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Pour la suite, écoute, si tout pouvait continuer comme ça encore quelques quarantaines d'années, ça irait bien.
Bah écoute, je te le souhaite en tout cas. Toi aussi, toi t'es jeune, t'as la vie devant toi, toi. Vas-y, fonce, fonce. Bon bah Chantal, en tout cas, merci de m'avoir accueilli et je te souhaite le meilleur pour la suite. À bientôt. À bientôt. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light.